Bienvenue dans la deuxième partie du débat de France 24, consacré ce soir à la politique étrangère de la France à l'occasion de ce discours de François Hollande devant la conférence des ambassadeurs ce matin. Le dernier discours de ce type pour le président français du quinquennat, bien sûr. Il s'est exprimé sur de nombreux sujets, entre autres la Syrie. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, c'est la Turquie qui a décidé de déployer une partie de son armée sur le territoire syrien pour se défendre contre Daesh, mais aussi pour mener des actions contre les Kurdes qui eux-mêmes affrontent l'État islamique avec le soutien de la coalition. Ces interventions multiples, contradictoires, portent des risques d'embrasement général. Aussi, l'urgence absolue, c'est l'arrêt des combats et le retour à la négociation. Pascal Boniface, un président français qui a exprimé donc son mécontentement par rapport à cette intervention turque très clairement. Oui, ce n'est pas un soutien franc et massif, c'est le moins qu'on puisse dire. Également un mécontentement par rapport aux États-Unis, puisqu'il a beaucoup insisté sur le fait que les armes chimiques avaient été de nouveau utilisées par le régime syrien et que rien ne se passait et que déjà, il y a 3 ans, la France avait demandé une intervention, y compris en dehors du cadre onusien, par ailleurs. Et là, ça fait effectivement François Hollande le chef de guerre, parce que si on était intervenu militairement contre la Syrie il y a 3 ans, c'était sans mandat de l'ONU, rentrant dans une autre histoire. Et donc là, on voit qu'il y a une insistance sur la Syrie, d'une part parce que la Syrie, c'est aussi la matrice de la crise des réfugiés, c'est aussi la matrice, une grande partie du terrorisme, et que donc c'est un problème extrêmement important, avec quand même quelques progrès, parce que même si, parce qu'en fait, le fait qu'il y a aussi la question kurde est très sensible en France, parce qu'en fait, on sait très bien que les Américains sont des deux côtés. Ils aident l'intervention turque en donnant une couverture aérienne et ils sont du côté des Kurdes syriens, donc ils évitent quand même qu'il y ait un contact trop fort. Et les garanties qui ont été données aux Turcs pour qu'ils interviennent en Syrie a été que les Kurdes syriens ne s'établissent pas à la frontière. Donc ceci est quand même relativement sous contrôle de la part des Américains. Marc Semo, la Syrie qui représente, si on regarde ça en termes de ce qu'on retiendra du quinquennat de François Hollande, un échec. Ça a été un échec, mais surtout pour lui, parce qu'il y revient très régulièrement, c'est la grande dérobade de l'administration Obama de l'été 2013, après que, malgré la ligne rouge fixée par Barack Obama lui-même sur l'emploi de l'arme chimique contre la population, et à cette époque-là, il s'était agi de gaz sarin, pas de chlore comme aujourd'hui, donc malgré le fait que le régime ait franchi cette ligne rouge, finalement, les Américains, qui devaient le faire avec les Français et les Britanniques, le Parlement avait voté contre, mais se sont au dernier moment dérobés dans ces frappes qui probablement auraient, alors c'est toujours difficile de faire l'histoire a posteriori avec des si, auraient probablement changé beaucoup de choses. C'est-à-dire, un des arguments, c'est de dire aujourd'hui, si on était intervenu, aujourd'hui, finalement, les islamistes auraient les armes chimiques. On peut aussi souligner qu'à cette époque-là, l'État islamique était quasiment inexistant, même les groupes islamistes radicaux étaient encore assez faibles, et que c'est entre autres la dérobade des Occidentaux, la trahison qui a été ressentie par les rebelles que soutenaient les pays occidentaux, dont la France, qui a énormément alimenté le terreau de l'extrémisme radical et du djihadisme. D'ailleurs, il est significatif qu'encore maintenant, Hollande, dans ce discours, ait rappelé que ce qui est en train de se passer en Syrie, les interventions à la fois russes et turques, font ce terreau de l'extrémisme et que voilà, il n'y a pas de solution militaire, qu'il faudra arriver à une solution négociée, mais qu'en revanche, un pays comme la Russie est là toujours à soutenir le régime, y compris dans sa ligne maximaliste. Denis Bouchard, on voit, et c'est pas simplement le cas du président français, c'est le cas de tous les chefs d'État occidentaux, comme le rappelait Marc Semo, qui sont finalement réduits à ce rôle d'observateurs de ce qui se passe en Syrie. Ils n'y sont pas, ils regardent faire les Russes, les Turcs, et eux-mêmes n'y sont pas allés. On a effectivement l'impression que même les Américains sont plus spectateurs qu'acteurs, même s'ils se sont rapprochés des Russes et même s'ils ont développé un dialogue avec les Russes. Donc moi, ce qui me frappe dans le discours du président, c'est effectivement son embarras. Il fait un constat, cette guerre est atroce, il n'y a ni solution militaire ni solution politique en vue. Et finalement, il ne fait comme proposition que celle de mettre en œuvre la résolution 2024 qui était adoptée à la fin de l'année dernière et qui vise effectivement à organiser un gouvernement de transition et puis ensuite un processus électoral. Mais
À l'évidence, cette solution ne fonctionne pas. Et si elle ne fonctionne pas, c'est pour de nombreuses raisons, et notamment parce que, à l'évidence, l'Iran, la Russie a des problèmes non seulement avec Bachar, mais également avec l'Iran, qui a manifestement une approche différente. L'Iran soutient de façon beaucoup plus nette Bachar el-Assad, alors que manifestement les Russes souhaitent d'avoir simplement un régime qui leur soit favorable. La personnalité de Bachar n'est pas indispensable pour eux. En tout cas, Patrick Martin-Jeunier, on constate que ce sont les Russes qui décident aujourd'hui de ce qui va se passer en Syrie. Toute la guerre civile a été le rappel de l'impuissance sur le terrain des capitales occidentales, mais aussi, pas seulement sur le terrain, mais aussi à l'ONU. Vladimir Poutine décide, en effet. La situation est des plus confuses sur le terrain. Les États-Unis, comme vous dites, se comportent un peu en spectateurs. Et on ne dit rien, absolument rien, ni l'Europe d'ailleurs, on parlait de l'Europe tout à l'heure, sur l'intervention de la Turquie. La Turquie qui, pendant cet été, a mis 40 000 personnes en suspension ou a expulsé de la fonction publique et a enfermé beaucoup de personnes. La Turquie, et M. Erdogan, profitent de ce conflit pour éliminer des Turcs, même si on peut penser que les Kurdistan, le parti des travailleurs du Kurdistan est une organisation terroriste. Bref, chacun défend son précaré. La Turquie d'abord contre les Kurdes, après avoir fait une petite incursion contre l'État islamique. Monsieur Poutine soutient Bachar el-Assad. Et les États-Unis ont fini par dire finalement que le départ du chef de l'État syrien n'était plus une priorité et qu'il fallait aboutir à un résultat politique. Et en ce qui concerne l'Europe, elle est quasi absente. Je n'ai pas vu, malgré des positions de principe, que l'Europe se prononce sur cette question. Et c'est pour ça qu'il faudrait aussi que l'Europe, en termes de politique étrangère, puisse s'affirmer pour être un peu plus lisible. Sans doute une des questions pour Bratislava dont on parlait tout à l'heure. Pascal Boniface, l'autre grand thème de ce discours a été bien sûr le terrorisme auquel fait face la France au début du discours, puis encore à la fin de façon un peu voilée en parlant, vous le disiez tout à l'heure, de politique interne et en parlant du type de France que François Hollande souhaitait maintenir. Le terrorisme, bien entendu, qui est central à toutes les considérations françaises, qu'elles soient dans sa politique étrangère ou dans sa politique interne aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors au début, c'est malheureusement pas la première année que le président doit commencer par le terrorisme, mais il a quand même bien spécifié que si la France était visée, le terrorisme visait tous les pays pour ne pas non plus dénaturer, dévaluer la destination France, parce que les professionnels du tourisme ou d'autres vous disent que si on se présente comme étant tout le temps en guerre, on fait fuir les gens. Plus personne ne viendra à Paris. Voilà. Et donc le ministre des Affaires étrangères est aussi en charge du tourisme. Voilà. Ce qu'on oublie. Bon. Et donc, et puis on est candidat au JO, etc. Donc François Hollande a bien dit que c'était un combat mondial et que la France était visée, mais qu'elle n'était pas la seule et qu'il fallait donc agir de façon mondiale, de faire cette coalition. Et en fait, à la fin du discours, il y est revenu, mais plus sur un discours en fait que l'on peut qualifier de politique intérieure, avec là une vision globale. Pour la première fois depuis peut-être 5 ans, il a dit c'est quoi la France dans le monde ? Ce dont il s'était bien gardé de faire par prudence idéologique auparavant, parce qu'il n'aime pas être enfermé dans un schéma, et le portrait qu'il donnait de la France dans le monde pour que la France soit populaire, qu'elle soit aimée, était l'inverse des discours très franchement anti-islam que l'on entend aujourd'hui à droite comme à gauche d'ailleurs. Et donc là, et une fois encore à la François Hollande, il a pris position, mais sans nommer personne, en indiquant simplement et sans être tout à fait tranchant. Mais en tous les cas, c'est une indication et il faudra voir ce que vont être le reste de la semaine des Affaires, avec un discours du Premier ministre jeudi et du ministre des Affaires étrangères vendredi, parce qu'on sait qu'au sein du gouvernement, sans parler des positions du ministre de l'Intérieur, il n'y a pas réellement unanimité sur la façon de répondre au terrorisme. De répondre au terrorisme ou de trancher sur certaines questions dont on a beaucoup parlé en France récemment. Jusque-là, François Hollande avait été plutôt silencieux sur la question. On ne l'a pas tellement entendu sur la question, par exemple, du burkini ces dernières semaines. Alors, là, clairement, c'était une façon de rappeler un... C'était en creux. Hein, il a dit la France, d'abord il a eu cette phrase assez forte, qui est de dire la France représente quelque chose dans le monde beaucoup plus que ne le pensent les Français eux-mêmes. Et préservons cette image. Et préservons cette image. Et que la France ne doit pas se défigurer. Alors il a évoqué la haine, l'intolérance et tout, mais c'est quand même assez vague et on peut mettre beaucoup de choses dans ces valeurs auxquelles il fait référence. Donc là-dessus, je pense qu'il n'est quand même pas vraiment entré dans le débat français.
Mais simplement, il a rappelé comme ça un grand principe. Mais surtout, c'est cette idée que c'est vrai qu'on oublie, c'est que la France continue à avoir, pour de multiples raisons, un espèce de rôle à l'international. Ce qui remonte de tous les ambassadeurs présents ici, et ce qui remonte de tous les télégrammes diplomatiques, c'est que nos débats politiques intérieurs ont très fortement fait chuter l'image de la France dans le monde. Et que la proposition de loi sur le burkini n'est pas ce qu'il y a de mieux sur le prestige alors français. Que si on remonte à l'attaque de Charlie Hebdo tout au début de ces attaques terroristes en France, Denis Bochart, ça avait été un rappel finalement de ce que représentait justement la France pour le reste du monde. Tout à fait. Et effectivement, aussi bien après l'attentat contre Charlie Hebdo que contre le Bataclan, il y avait eu une vague d'émotions extrêmement forte qui s'était exprimée, à la fois de façon, je vais dire, orale, mais également de façon beaucoup plus concrète. Il n'y a pas eu du tout, je dirais, maintenant le climat est assez différent. Et là, j'étais à Londres ces jours derniers, lorsqu'il y avait l'affaire du Burkina, et un quotidien londonien disait « Burkina, la France se déshonore », ce qui est même un mot très, très fort. Et on a eu également dans la presse, même dans la presse allemande, mais aussi dans la presse américaine, des jugements extrêmement sévères sur ce débat qui apparaît à la fois grotesque et inutile vu d'un certain nombre de pays étrangers. Sans parler des pays musulmans, mais cet après-midi, notre ambassadeur aux États-Unis a bien rappelé que, vu les États-Unis, nos débats étaient incompréhensibles, parfaitement incompréhensibles, et on passait pour contraire à la liberté, parce qu'aux États-Unis, c'est chaque individu qui décide comment il doit s'habiller. Alors, on va passer maintenant justement au monde musulman. Marc Semo, on parlait tout à l'heure de cette relation très proche qu'avait eue la France avec le monde arabe, particulièrement ces dernières années. Est-ce qu'on l'a ressenti sur cette fin de quinquennat de François Hollande? S'il y a un bilan aussi en matière de politique étrangère de François Hollande, c'est que la France est, un peu différemment d'avant, mais elle reste et est redevenue même un acteur sur la scène du Proche et du Moyen-Orient. Il y a cette politique, qui est à certains égards contestable, de la France par rapport à l'Arabie Saoudite, mais objectivement, la France aujourd'hui, et par ses liens avec l'Arabie Saoudite, par le fait qu'elle continue malgré tout à pouvoir jouer aussi un rôle de médiateur avec l'Iran, parce que même si la France, à l'époque de Laurent Fabius, était ferme, voire la plus ferme dans les négociations sur le nucléaire iranien, les relations restent bonnes relativement avec l'Iran. Le président Rouhani était venu à Paris il y a quelques mois, il y a près d'un an maintenant. Voilà, donc pour toutes ces raisons, la France reste un pays extrêmement actif, et cela explique aussi pourquoi elle l'est aussi avec l'Égypte. Donc, voilà, de ce point de vue-là... C'était plutôt de la continuité. Oui, et même plus. C'est-à-dire, la France est présente, active, c'est une référence dans la région. Denis Bochart, vous qui étiez ambassadeur en Jordanie début des années 90, qu'est-ce qui a changé ? À l'époque, l'image de la France était extrêmement positive, notamment au lendemain du fameux voyage de Jacques Chirac en 1993 à Jérusalem, et l'incident qu'il y a eu avec les forces de police israéliennes. Je crois que là, c'était vraiment... La France était au summum de sa popularité dans le monde arabe. Et il me semble que... Actuellement, l'image est finalement assez brouillée de la France dans le monde arabe. Alors, ça dépend naturellement des pays. Mais quand on lit la presse arabe, il y a effectivement deux thèmes qui reviennent assez régulièrement. D'une part, effectivement, l'affaire du voile et donc maintenant l'affaire du burkini, qui est vue à tort raison comme une façon de stigmatiser les musulmans en général et les Arabes en particulier, puisque la communauté musulmane de France est tout de même essentiellement formée de ressortissants d'origine arabe. Et puis d'autre part, effectivement, une certaine complaisance, une certaine sympathie pour Israël, qui effectivement est dans la continuité du président Sarkozy et qui n'est pas vu, même si nous avons pris une initiative là, avec cette conférence sur la question palestinienne, on a l'impression tout de même que la France, comme vous le disiez tout à l'heure, penche plutôt à une sympathie pour Israël plus que pour la cause palestinienne. Pourtant, Patrick Martin-Junier, il n'en est pas été question aujourd'hui. D'Israël, du conflit israélo-palestinien. C'est vrai. Justement, il en était question d'une phrase, mais sans référence. Oui, voilà. Donc la paix, 2 États, ok, mais même Nicolas Sarkozy,
qualifié de Sarko l'américain et Sarko l'israélien, parlait au moins de Jérusalem, parlait des frontières de 67, avait même dit d'ailleurs que Gaza était une prison à ciel ouvert. Et là, François Hollande a dit d'un mot. Alors, certes, comme la France mène une conférence, il ne faut pas offusquer personne, mais sur ces dossiers-là, et depuis le début, François Hollande, contrairement à son programme électoral où il y avait la reconnaissance claire et nette de la Palestine, est très prudent. Dès son premier discours, il avait corrigé de sa main les éléments traditionnels de langage que lui avait préparé son conseil diplomatique. D'accord, mais ce n'est pas un hasard, si vous voulez, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelques mois, Manuel Valls, le Premier ministre, et Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères, se sont succédés à Jérusalem, et il y a une certaine méfiance, et le Premier ministre israélien n'a pas véritablement bien reçu les autorités françaises, parce qu'il y a cette méfiance, et donc, même s'il y a une traditionnelle amitié entre la France et Israël, on les soupçonne de favoriser un peu les Palestiniens. Or, si la France veut jouer un rôle essentiel, c'est bien dans le règlement du conflit entre Israël et le territoire palestinien. Et voilà, donc c'est une réelle difficulté. Et je comprends encore une fois que François Hollande ait été extrêmement prudent sur cette question. Extrêmement prudent et assez court. Marc Semo, que faut-il retenir donc aujourd'hui de ce qu'a annoncé, de ce qu'a dit François Hollande, puisqu'il n'a pas annoncé grand-chose? Que retient-on? Quel est le bilan de la politique étrangère de François Hollande à la fin de ce quinquennat? Ou est-ce qu'on en retient quelque chose, vu ce qu'a fait Emmanuel Macron tout de suite après? Est-ce que finalement on ne lui a pas un petit peu volé la vedette? Déjà, en termes de politique intérieure immédiate, oui, Emmanuel Macron et sa démission lui ont en tout cas volé la vedette. Si on fait le bilan de la politique étrangère de Hollande, c'est assurément pas ce discours qui est vraiment son testament de politique étrangère. Et si on doit en retenir quelque chose, c'est effectivement, comme on le disait au début, la COP21, cet accord sur le climat qui est fondamental, et ses interventions. D'une certaine façon, François Hollande a été, je crois, le président qui a fait le plus d'interventions extérieures pendant son quinquennat. Donc c'est un record qui peut sembler étonnant pour un homme qui avait cette image d'un homme hésitant, plutôt bonhomme, ne s'intéressant pas aux affaires internationales et n'étant pas habitué à trancher vif et à prendre des décisions lourdes. Qui a pris des risques, qui est allé seul. On pourrait ajouter à ces deux points que je partage entièrement le fait de nous avoir réconciliés avec des pays avec lesquels on était fâchés pour des raisons, je dirais, un petit peu particulières. Le Mexique, le Japon, la Turquie, avec lesquelles les relations étaient, je dirais, un petit peu difficiles du fait du langage employé par son prédécesseur. Et là, François Hollande a arrondi un petit peu les relations avec des pays qui peuvent, l'Inde également, qui peuvent être utiles. Denis Bochart, que retiendrez-vous de ce quinquennat sur le international? Un peu trop tôt pour tirer un bilan, alors que le président n'a pas terminé son mandat. Je pense qu'effectivement, ce sera, me semble-t-il, un bilan mitigé, avec effectivement des échecs, notamment effectivement en Syrie, avec effectivement des points positifs comme l'intervention au Mali, même si tout n'est pas réglé, loin de là. Patrick Martin-Chenier. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas eu un grand discours de François Hollande sur l'Europe. Il avait parlé d'union politique en 2014. Il avait parlé de gouvernance politique de l'union économique et monétaire. Et malheureusement, il y a eu des crises, on n'a rien vu venir. Mais il ne faut pas être entièrement pessimiste. Je crois, comme vous disiez, que la France a une grande réputation sur le plan international. Et je crois qu'il faut rester optimiste quant à l'avenir de la France. Le bilan, ma foi, c'est toujours un bilan en demi-teinte. Il y a des choses positives et des choses un peu moins positives. Très bien. C'est donc un point sur ce bilan sur l'échiquier international de François Hollande. Tout de suite, on va voir ce qu'en disent les internautes ce soir avec Laure Manin qui va jeter un coup d'œil sur les médias. J'espère que c'est Laure Manin. C'est Laure Manin. Bonsoir. Bonsoir. Laure Manin, donc vous avez regardé un petit peu ce qui se disait sur Internet ce soir. Qu'est-ce qui fait le buzz? Eh bien, bonsoir Mélissa, bonsoir à tous. Ce qui fait le buzz, c'est évidemment l'autre actualité politique de la journée, la démission d'Emmanuel Macron. La démission continue, titre Slate, continue parce que ça fait en fait des mois qu'on l'évoque dans les couloirs de Bercy, dans les rédactions de la France entière. En réalité, il y a eu 4 démissions au moment pressenti, selon le journal 20 minutes qui revient sur ces événements. Challenge également y consacre un titre dans les coulisses de la démission de Macron, avec des détails qui ont filtré, notamment une convocation hier d'Emmanuel Macron à l'Élysée. François Hollande lui avait demandé
de le soutenir officiellement, ce qu'apparemment le ancien ministre de l'économie avait alors refusé. L'Express titre, lui, le putsch préélectoral. Évidemment, tout ce que la question en filigrane, c'est sera-t-il ou ne sera-t-il pas candidat à la présidentielle? Le Point à titre, le fils n'a plus peur de tuer le père. Pardon, je reprends ma respiration, je suis arrivée un peu rapidement sur le plateau. Le fils n'a plus peur de tuer le père. Une phrase attribuée à Richard Ferrand, l'un des très très proches d'Emmanuel Macron après l'affaire du fisc où il avait dû soudainement payer l'impôt sur la fortune. Ça avait apparemment fait jaser entre François Hollande et Emmanuel Macron. En tout cas, Bruno Le Roux, député de Seine-Saint-Denis, tweet ceci: démission ou pas, la seule question qui vaille est celle de la loyauté au président François Hollande. Dis-je à mon pote Emmanuel Macron, le pote, c'est de lui, effectivement. Et évidemment, la question se pose pour les journalistes politiques comme Camille Langlade. Ira pas, demande-t-elle. Le titre sans équivoque du livre à paraître sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron en marche vers l'Élysée, un livre de Nicolas Prissette, à paraître dans les jours à venir. Donc, qui est vraiment surfe sur cette vague. Ça tombe bien. Bien vu venir. Effectivement, on revient sur ces questions politiques des démissions déjà pressenties à de multiples reprises. Charlotte Chaffanjon, autre journaliste politique, en profite pour ressortir cette phrase issue des conversations privées avec le président. Un livre sorti il y a quelques jours seulement par Antonin André et Karim Rissouli, avec cette phrase de François Hollande: Macron est un garçon gentil, un garçon simple et il m'est totalement fidèle. Alors, c'est bourré de compliments, mais alors c'est vraiment des compliments à double tranchant. Et surtout, on se rend compte que François Hollande n'était pas forcément très lucide sur son poulain. Emmanuel Macron aussi, 2 ans à Bercy. C'est l'occasion de revenir sur les très nombreuses provocations, les faux pas, les petites phrases qui ont émaillé ces 2 ans au ministère de l'économie, des employés illettrés, de GAD, des pauvres qui pourront voyager en autocar, de ceux qui doivent travailler pour se payer un costard. Et puis, la dernière en date, évidemment, celle qu'on retiendra certainement le plus en ce moment, c'est: l'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. C'était il y a quelques semaines au Puy du Fou. En tout cas, Emmanuel Macron a donné une conférence de presse tout à l'heure à Bercy, juste après avoir annoncé sa démission. Il a raconté un petit peu ce qu'il avait envie de faire. Pas de déclaration officielle sur sa candidature ou non. En réalité, il annonce d'abord qu'il présentera le diagnostic préparé par ses équipes de son mouvement En Marche, des partisans qui sont allés à la rencontre des Français dans tout le pays pour leur poser des questions sur la politique, et ça devrait lui servir certainement de base. Pour la suite, quelle suite? On verra bien. Quel effet également sur la candidature éventuelle de François Hollande lui-même? On en parlait ce soir tout à l'heure avec nos spécialistes de politique française, Laure Manin, un œil donc sur les médias. Merci beaucoup. C'est la fin de ce débat. Merci beaucoup, messieurs, d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir suivi. Et on se retrouve demain soir pour un tout nouveau débat sur France 24.